L'orientation scolaire dessine notre avenir et donc la trajectoire de nos vies. Quelles études entamer, quelles spécialités sélectionner et quel métier choisir? Toutes ces décisions sont la plupart du temps influencées par des conseillers d'orientation. Mais est-ce vraiment efficace? Nous sommes partis à la rencontre des Français, leur poser directement la question. Je n'ai pas été orienté, disons. Donc à partir de là, personne ne m'a recadré. Je dirais, dans mon milieu familial, on n'avait pas les capacités de le faire. Le conseiller d'orientation tel que je l'ai connu moi à ma génération était nul. Il n'avait pas les armes. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont bien plus de capacités mais qui ne sont pas scolairement bons, parce que ça leur correspond pas ce système scolaire et qu'il faut les réorienter, mais on est incapable de leur dire parce qu'on ne connaît pas assez et qu'on ne sait pas vraiment ce dont on a envie de faire. À la fac ça va un peu mieux parce qu'on te suit et tu sais ce que tu veux faire, mais avant je trouve que t'es pas très bien orienté en tout cas, c'est un peu flou quoi. C'est pas possible en discutant 20 minutes avec un gamin de savoir exactement quels sont ses points forts, ses points faibles, ses envies. C'est-à-dire qu'il y a un peu une séparation entre le côté administratif et le côté réel, le côté concret de l'orientation où tu as besoin de connaître qui est la personne que tu as en face de toi. Il faut dire que j'ai pas eu les informations nécessaires en fait. Voilà, c'est ce qui a fait que l'orientation a foiré. Les Français sont critiques avec le système en place et attendent clairement des changements. Mais alors, quelles solutions pour mieux orienter nos enfants et les aider à s'épanouir professionnellement? Pour en débattre, Vincent Puren reçoit la professeure des écoles Stéphanie Devancé et l'entrepreneur Hector Ballas. Entretien. Alors on l'a vu dans ce reportage, les Français, quelle que soit leur génération, ressortent généralement frustrés de l'orientation scolaire qui leur a été apportée. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui cette frustration, quelles que soient les générations? Aujourd'hui, je pense que les jeunes sont confrontés à 3 problèmes majeurs. Le premier, c'est les biais, les on-dit. On a énormément d'informations erronées qui viennent de nos parents, qui sont persuadés qu'il faut qu'on fasse absolument une voie, celle qu'ils ont souvent choisie d'ailleurs. Il y a les professeurs qui regardent les notes et qui considèrent qu'on ne peut faire que ce que nos notes nous disent de nous. Et le deuxième gros problème, c'est l'infobésité. Il y a énormément d'informations et aucun lien entre elles. On va avoir des super encyclopédies et des dictionnaires, mais bon, c'est pas en lisant le dictionnaire qu'on va apprendre une langue. Et enfin, le troisième problème, c'est la confiance en soi. Ça veut dire que pendant beaucoup d'années, on s'est remis en question, on nous a remis en question, le système nous a remis en question. Aujourd'hui, c'est très difficile de se projeter et de se dire « Ah, je vais faire ça et je vais réussir ». Stéphanie? Alors en fait, ce qui est compliqué, c'est que les jeunes à l'école sont enfermés, eux-mêmes d'ailleurs, et par la société en général, dans des stéréotypes de genre. Beaucoup de métiers sont encore très genrés, beaucoup trop au XXIe siècle. Ils ont aussi le sentiment que certaines voies leur sont fermées en fonction de leurs résultats. Et puis il y a une méconnaissance de tout un tas de métiers qui existent ou qui émergent et qu'ils ne connaissent même pas. Donc il y a vraiment un gros travail. C'est pour ça que tout travail du type de celui d'Impala est extrêmement intéressant pour nous à l'école, pour nous aider à mieux accompagner les élèves. Alors on reviendra sur Impala en seconde partie. Mais effectivement, vous avez souligné un point important, c'est le stéréotype. Aujourd'hui, si je suis bon à l'école, on me conseille de devenir médecin. Je suis moins bon, on me conseille d'aller vers d'autres métiers. On ne s'intéresse pas à ma personnalité. Mais comment faire face à ce stéréotypage? Le souci, c'est que l'école participe avec la société au formatage de nos jeunes et de nos enfants, parce que ça commence très tôt, dès l'école maternelle, avec les coins jeux et les activités proposées aux élèves. En toute bonne foi, la plupart des enseignants pensent ne pas faire de différence, mais ils en font de façon inconsciente, et les parents aussi d'ailleurs. Et en plus, notre école ne prépare pas nos élèves à être autonomes, à faire preuve d'initiative et à construire des projets, et pas non plus à travailler ensemble. Donc là, il y a vraiment un gros boulot à faire à ce niveau-là. Victor? En termes de stéréotypage, il y en a des énormes, que ce soit des stéréotypes de genre, de milieux sociaux, avec les parents, etc. Et on a un gros effort à faire, en tout cas en France, on a un gros effort à faire pour décloisonner les jeunes et pour leur montrer que toutes les voies sont possibles. Et pour ça, je pense qu'il y a un vrai travail à faire au niveau de l'inspiration et montrer des rôles modèles, des exemples de personnes qui ont extrêmement bien réussi en étant confrontés aux mêmes problématiques auxquelles sont confrontés les jeunes aujourd'hui. Prenons un jeune de milieu difficile qui n'a pas forcément des notes excellentes et tout le monde va lui dire non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Et s'il voit quelqu'un, s'il rencontre un Jamel Debbouze qui a super bien réussi en ayant un parcours assez similaire au départ, là il va pouvoir se projeter et se dire c'est génial, je peux le faire. Et je pense que ça joue énormément. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui avaient repéré ce que j'aimais assez tôt, dès le collège.
et qui ont su faire un peu barrage aux idées reçues. Donc ça, c'était bien. Parce qu'ils pourraient donner des orientations en fonction de ce que nous on est, et pas en fonction d'un avis général, d'un pourcentage de réussite ou de comment une majorité d'élèves s'en sortent après. Du coup, j'ai suivi un peu la voie bateau, j'ai fait un bac S et après je me suis inscrit à la fac dans la continuité en fait de mon bac S, et en fait je me suis retrouvé à la fac en sachant pas du tout ce que j'y faisais en fait. J'ai l'impression qu'on déresponsabilise totalement les jeunes à vous écouter, les jeunes ou en tout cas les élèves, les étudiants. C'est souvent les parents, c'est souvent les conseillers d'orientation, c'est souvent les professeurs qui prennent la décision. Est-ce qu'il ne serait pas temps de remettre l'élève au centre et de le laisser décider? Je suis à 150% d'accord avec vous. Et aujourd'hui, c'est vrai que le système scolaire est tel que la première décision qu'ils doivent prendre se passe en fin de terminale. On leur demande enfin, bon alors qu'est-ce que tu vas faire après tout ça? Et c'est complètement absurde. Et en fait, ils n'ont jamais été amenés à prendre une décision, une seule. Et là, on les confronte à quelque chose qui est énorme. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire ces 50 prochaines années? Et donc, personne de normalement constitué va apprendre à prendre une décision par lui-même. Peut-être que la solution pour ça serait de lui poser chaque année en fait, plein de questions et de faire en sorte que chaque année, il se pose la question et il se projette. Moi, je me souviens quand j'étais en 4e, je voulais être pompier, en 5e, je voulais créer le médicament pour ne pas mourir. Texto, c'était ça. C'était progressif et en fait, mes parents m'ont toujours dit « Ok, réfléchis-y ». Et je pense que c'est fondamental. Et que ça ne devrait pas seulement être les parents qui posent cette question, mais les professeurs, la société, les amis, etc. Tous les tests qui peuvent être faits, on trouve parfois plus de renseignements sur Internet qui nous sont donnés quand on va voir une conseillère, un truc comme ça. Si on parle de technologie, de web, on va naturellement dans le web vers ce qui nous intéresse. Donc oui, peut-être que ça peut être une façon de repérer aussi les choses qui nous intéressent naturellement et vers lesquelles on pourrait être le meilleur. Ouais, on peut vraiment faire des bonnes recherches maintenant sur ce qui existe et pas se rendre compte à 40 ans qu'en fait, il y avait quelque chose qui nous correspondait mieux. Toute cette réflexion que vous êtes en train de poser, vous l'avez aujourd'hui appliquée. En fait, vous avez créé une start-up qui s'appelle Impala, qui mixe data science et qui mixe psychologie. Expliquez-nous concrètement comment fonctionnent ces startups. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aider les jeunes à se projeter dans l'avenir, à visualiser l'ensemble de leurs opportunités en termes de formation et de métier. Donc, ils répondent à un très court questionnaire et ils sont ensuite projetés dans une cartographie gigantesque où ils vont voir les métiers, les formations qui les intéressent le plus. Et surtout, ils vont voir les liens entre eux. Si je suis intéressé par telle formation, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Ou si je suis intéressé par tel métier, comment est-ce que je peux y arriver concrètement? Et une fois qu'ils explorent tout ça, qu'ils passent un petit peu de temps à découvrir des métiers, des formations, des filières, des parcours, ils vont être mis en relation avec quelqu'un qui a déjà fait le parcours qu'ils ont choisi et qui est prêt à leur donner un retour d'expérience. Stéphanie, de votre côté, là on parle de data science, quelque chose qui est bien éloigné du milieu scolaire. Comment est-ce que vous le percevez? Est-ce que ce n'est pas une opportunité justement de s'intéresser un peu plus à la personnalité et de s'éloigner des notes et donc de réinventer le modèle scolaire? Moi, j'ai aucun problème avec les data sciences si elles sont au service de l'épanouissement et de plus de réussite pour nos élèves. Et c'est le cas dans l'esprit de ce projet, notamment par le fait qu'à un moment donné, il y a une mise en relation avec d'autres étudiants qui ont les mêmes aspirations et avec des professionnels. Et c'est surtout ça la plus-value, au-delà de tout l'aspect algorithmique qui permet aux jeunes d'explorer des possibilités qu'ils n'auraient peut-être pas vues autrement, et ça c'est une bonne chose. Mais au-delà de cet aspect-là qui pourrait paraître froid et désincarné, ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait d'ouvrir des possibles et de rencontrer réellement, et d'être en contact réellement avec d'autres, et de retrouver du vécu, de l'émotionnel, de la passion pour un métier, pour une voie qu'on a choisie. Est-ce que ça veut dire que demain, des plateformes comme la vôtre peuvent se retrouver et remplacer totalement de A à Z en fait, la structure de conseil habituelle? Alors, moi je suis professeure des écoles dans le premier degré, donc je connais pas dans le détail toute la filière habituelle. Je pense de toute façon, en règle générale, ce qu'il faut, c'est diversifier. Il ne faut pas vouloir remplacer. Il faut inspirer aussi peut-être les structures traditionnelles
pour qu'elles s'améliorent et qu'elles deviennent différentes. Je pense que pour certains jeunes, rencontrer le conseiller d'orientation va être un déclencheur. Pour d'autres, ça va être un professeur qu'ils admirent, avec qui ils ont un bon feeling, qui va déclencher quelque chose. Pour l'autre, ça va être le tonton ou le cousin qui s'engage dans une voie. Et pour d'autres, ça peut être des dispositifs type Impala. Pour d'autres, aller tranquillement sur le site de l'ONICEP, qui est organisé un peu à l'ancienne, ça va leur convenir. L'important, c'est qu'il y ait une palette de propositions et que les jeunes les connaissent et puissent les explorer. Donc c'est plutôt un suivi sur toute l'année. Et je ne sais pas si les enseignants aujourd'hui ont la possibilité de faire ça. Moi, je pense pas qu'on a encore vraiment les bons outils, mais je pense que ça va se développer. Je considère m'être orientée un petit peu toute seule. Pourquoi ? Parce que du coup, j'avais des bonnes notes un petit peu partout. Et on m'a plutôt orientée vers des filières assez générales. Côté entrepreneur, aujourd'hui, on sent vraiment une volonté, aujourd'hui, non pas de se greffer sur un marché existant, mais vraiment de changer les choses. Comment est-ce que vous sentez les politiques aujourd'hui, qui sont les vrais décideurs concrètement, est-ce qu'ils sont réceptifs à tout ça ? Alors nous, on a eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises l'Éducation nationale, le cabinet de la ministre et l'ONICEP, qui sont les 3 gros acteurs en France de l'orientation. Et on a eu un super accueil. En fait, globalement, tout le monde trouve le projet top. Il y a une vraie volonté de travailler ensemble. Le problème, c'est l'inertie. C'est-à-dire que tout le monde nous dit oui, mais personne ne dit go. Et pour trouver le go en France, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Si on change un petit peu trop certaines choses, on va avoir des prescripteurs inverses qui vont commencer à prêcher le contraire. Donc je pense que c'est très politique même pour l'entrepreneur d'arriver et de on va dire, pas forcément de se greffer un système, mais au moins de dire je vais capitaliser sur ce qui existe pour construire ce que je fais. Et le plus gros challenge pour un entrepreneur, c'est de faire comprendre que sa timeline n'est pas du tout la même que celle du politique. Donc pour que les choses aillent de l'avant, demain, il faudrait que les choses aillent plus vite, tout simplement. Amen. Alléluia. On a une tradition dans cette émission qui rejoint un peu le sujet. Quelle serait votre grande idée, l'idée pour faire évoluer l'orientation scolaire d'ici 2022, à tous les deux ? Alors, au niveau de l'école, et c'est déjà en route grâce à ce qui se met en place actuellement avec la refondation de l'école, c'est de travailler davantage en classe, par projet, en interdisciplinaire, en sollicitant les compétences psychosociales des élèves. Donc c'est un gros chantier qui ne concerne pas que le politique d'ailleurs, qui concerne chaque enseignant de terrain, de s'emparer de ce qu'on appelle les nouvelles pédagogies, qui ne sont pas si nouvelles que ça, mais qui sont vraiment plus que jamais d'actualité dans notre contexte numérique. Et donc d'accompagner chaque élève sur un parcours qui va lui convenir, qui va lui permettre de construire des compétences, de développer ses capacités psychosociales et de pouvoir réussir sa vie au mieux, et professionnelle et personnelle. Hector ? Je pense que l'éducation nationale doit davantage s'ouvrir aux initiatives d'ailleurs, que ce soit les initiatives américaines, d'Albanie ou de n'importe quel pays, mais aussi aux startups et aux projets innovants qui viennent un peu partout. Et on ne pourra jamais changer tout en étant toujours fermé sur soi-même, mais c'est en s'ouvrant, en découvrant de nouvelles initiatives, de nouvelles opportunités, qu'on peut construire quelque chose ensemble de plus fort et de plus pertinent. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et puis j'ai terminé chef d'entreprise, voilà. Voilà, mais c'était pas la voie que j'aurais imaginée au départ. J'avais pas choisi de voie d'ailleurs. Je me suis laissé porter un peu au fil de l'eau, voilà. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, c'est ici que ça se passe. Abonnez-vous. Toujours là ? Profitez-en pour regarder un autre épisode.